Bonjour à toutes et à tous. J'ai encore la voix un peu cassée, vous m'en excuserez. J'espère que je vais pouvoir aller jusqu'au bout du partage que je souhaitais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aurais aimé parler d'IEF, ces 3 lettres qui signifient instruction en famille. Mes enfants sont en instruction en famille, c'est-à-dire qu'ils sont déscolarisés depuis la rentrée dernière, depuis septembre dernier. Donc je suis moi personnellement toute nouvelle, arrivante dans cette formidable aventure à remous. Par contre, ça fait un très long moment que je m'y intéresse, puisque mon premier enfant qui a 7 ans et demi, juste avant qu'il arrive, j'étais déjà en train de me renseigner parce que je me disais que moi, m'apprêtant à accueillir un enfant aujourd'hui sur cette terre, voilà ce que j'aimerais pour lui, avec plein d'idéaux comme en ont souvent les parents quand leurs enfants arrivent au monde, puis avec des choses qui sont possibles à mettre en place et d'autres non. Ce qui fait qu'il y a eu quand même un cheminement long. Je dirais pas de 7 ans, mais au moins de 4 ans, puisque on s'est posé la question lors de la première scolarisation, quand il avait 3 ans. Et donc depuis 4 ans, on a cheminé, son papa et moi. On a doublement cheminé parce qu'il y a un petit frère qui est arrivé après, pour pouvoir prendre un jour peut-être, en tout cas moi je l'espérais, cette décision d'instruire nos enfants en famille. Mais on a dû faire face à pas mal de choses, ce qui fait qu'au départ c'était pas possible. Et notamment parce que ma façon de voir les choses, et c'est ce que je voudrais apporter ici aujourd'hui à travers cet audio, ma façon à moi de voir les choses m'a demandé de poser les choses comme ça. C'est-à-dire, c'est pas parce que toi, Sabrina, tu veux à tout prix faire l'instruction en famille que c'est ce qui est bon. Tout comme j'avais vraiment ce besoin intense, presque vital, d'accoucher à la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé pour moi ? J'ai failli mourir. Et aujourd'hui, mon fils porte encore certaines séquelles émotionnelles, je dirais, de cette première étape dans sa vie qui a été sa naissance. Donc j'ai appris de mes hautes exigences de maman idéale qui devrait accoucher à la maison, allaiter à la demande, faire l'éco-dodo, maternage proximal, instruction en famille et toutes ces choses-là. J'ai appris à tempérer mes élans pour aller voir qu'est-ce qui les motivait. Et ce que j'ai longuement fait, que je fais un petit peu moins d'ailleurs, tiens, je suis en train de me rendre compte en même temps que je parle, que je fais un petit peu moins maintenant, par exemple par rapport à ces accouchements à la maison, à domicile, j'ai beaucoup accompagné les femmes et leurs conjoints, même si c'était souvent une demande des femmes, mais c'était toujours un accompagnement des 2 futurs parents, à aller visiter les véritables motivations intérieures qui étaient à la base de ce choix. Parce que ce que la vie m'a appris, ce que ma guidance intérieure m'a appris, tout ce que j'ai pu entreprendre dans la vie m'a appris, que ce qui compte, c'est pas tant ce qu'on fait ou ce qu'on veut faire, mais depuis quel endroit à l'intérieur de nous on pose l'intention, on pose le choix, on prend la direction. Et ça, je le savais pas vraiment quand j'ai choisi d'accoucher à la maison. Ça a été un peu violent comme apprentissage, j'avoue. En même temps, il fallait bien me le répéter parce que je crois que j'ai déjà eu moult apprentissages allant dans ce sens avant cet événement et j'avais la tête dure. Brièvement, ce qui s'est passé pour moi quand j'ai pris cette décision, c'est pas que je voulais accoucher à la maison parce que je pensais que c'était ce qu'il y avait de mieux pour mon enfant, c'est que je ne voulais surtout pas accoucher à l'hôpital. C'était ça qui motivait enfant. Enfin, pas exactement. Il y avait les 2. Il n'y a surtout pas l'hôpital, où le lien risque d'être
craqué, j'ai envie de dire, puisque moi, du coup, ma naissance à l'hôpital a été catastrophique. Donc je portais toujours ça, en fait, et je n'avais pas encore conscience de tout ce qui pouvait se jouer, de nos propres histoires personnelles qui se rejouent à travers l'arrivée de nos enfants. Puisque c'est suite à ça que je me suis lancée dans ma formation en traduction de bébé et sur l'empreinte périnatale et l'importance de ce tout début de vie. Du coup, il y avait ces deux parts en moi qui étaient là, donc présentes toutes les deux. J'ai envie d'accoucher à la maison parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour mon enfant. Et caché dans l'ombre, qui se planquait juste derrière pour pas qu'on la voie, oui, vas-y, accouche à la maison parce qu'il faut surtout pas accoucher à l'hôpital, c'est le danger ultime, c'est, mon Dieu, c'est ceci, c'est cela. Et quand on prend une décision depuis une peur, cette peur peut largement se manifester. Parce que du coup, c'est une peur qu'on envoie à l'extérieur. Du coup, c'est une peur qu'on va reprendre en retour. Ce que j'aimais, je le reçois. Et cette part de moi, qui avait tellement la trouille des hôpitaux, je l'ai bien vue, mais j'y ai pas fait attention parce que elle était bien cachée avec cette partie de moi là qui, sous couvert de vouloir offrir ce qu'il y avait de mieux pour mon bébé le jour de sa naissance, le jour le plus important, le jour de notre rencontre, en fait, ça m'allait bien. Je me disais, mais oui, en fait, c'est juste normal, c'est juste humain, c'est juste logique. Ce qui est logique là-dedans, c'est plutôt que quand on se met à accoucher, qu'on soit tranquille, qu'on reste chez nous, puis qu'il y ait une sage-femme qui arrive et qui vienne nous donner un coup de main. Mais c'est pas à nous de devoir prendre la route dans la nuit pour un peu qu'on est seul, que notre mari est au travail, j'en sais rien, que c'est le branle-bas de combat, qu'on a peur, que ceci, que cela. On va sortir de notre physiologie, on va être interrompu, on va arriver là-bas, on va nous demander de nous mettre dans une position particulière parce qu'il faut suivre un protocole. Enfin bref, pour moi c'était tellement logique que je suis restée avec seulement cette part de moi et j'ai ignoré celle qui avait peur et que ça arrangeait bien que du coup il y ait une certaine logique à accoucher chez soi. Pour l'instruction en famille, c'est la même chose. Je ne souhaitais pas refaire la même chose et aller droit dans le mur en déscolarisant ou en ne scolarisant pas du coup mes enfants à cause de peurs enfouies à l'intérieur de moi. Et là, c'était encore plus évident parce que autant j'avais pas vraiment conscience de ce qui s'était joué pour moi lors de ma naissance et qui risquait de se jouer lors de mon accouchement, autant les traumatismes liés à l'école, ça, c'était encore suffisamment clair dans ma mémoire, même si j'ai près de 40 ans aujourd'hui, pour savoir qu'il y avait certainement des choses de ce genre qui se jouaient derrière la belle carte de vouloir instruire mes enfants en famille. Oui, il y avait cette espèce d'appel intérieur tellement fort du cœur qui dit « Mes enfants, je ne veux pas qu'ils aillent perdre leur identité, perdre leur essence, perdre tellement de choses à l'école. » Parce que, voilà, moi j'ai une vision de l'école classique, traditionnelle d'aujourd'hui, on va dire, qui ne colle pas avec ce que j'ai envie profondément d'offrir à mes enfants. Mais j'avais conscience que toutes ces douleurs qui ont été les miennes autour de l'école, que ce soit la maternelle, que ce soit le harcèlement scolaire dès la maternelle, que ce soit les maltraitances par les adultes, par les enfants, que ce soit la cantine, forcé à manger, ceci, cela, la garderie, quand on oublie de venir vous chercher, ceci, enfin bref. Toutes ces choses autour de l'école étaient encore trop présentes pour que je me dise « j'enlève juste mes enfants de l'école ». Non. Ça aurait vraiment pas été droit dans mes bottes. Parce qu'à ce moment-là, ça aurait été vraiment celle qui prenait le plus de place à l'intérieur de moi. C'était celle qui avait tellement peur et qui projetait toutes ces peurs du passé sur ses propres enfants. Ce qui fait que je ne leur donnais même pas le droit ou l'opportunité de se faire eux-mêmes une expérience qui serait peut-être différente de la mienne. D'autant plus que dans ce voyage-là, leur papa était lui aussi, je dirais, bien habité par des mémoires d'école traumatisantes.
Donc je me dis, si on est tous les deux à essayer de les empêcher de vivre quelque chose qui est juste ce qui nous est arrivé dans le passé, on a d'abord des choses à faire. Et puis de toute façon, les choses n'étaient pas en place. Ça aurait été vraiment violent pour nous aussi de devoir se mettre de côté. On n'avait pas le système nerveux pour pouvoir avoir les enfants avec nous 24/24. On n'avait pas la tête suffisamment claire. C'était trop proche de cette mort imminente de la naissance pour pouvoir être juste bien à l'intérieur de nous et se sentir calme et serein pour pouvoir envisager de faire de l'instruction, de transmettre à nos enfants, de devenir... Déjà, il fallait devenir les parents, mais en plus d'apprendre à devenir les maîtres et les maîtresses d'école, c'était pas le bon moment, tout simplement. Donc on les a laissés faire leurs expériences, tous les deux, d'abord le premier puis le deuxième, en accompagnant évidemment tout ce qui ressurgissait chez nous à chaque fois qu'il surgissait une difficulté pour eux. Et ça n'a pas manqué. Et on a eu des épreuves, on a eu des expériences, beaucoup. Eux aussi. Et puis j'ai senti le moment où ça y est, j'avais suffisamment libéré de choses à l'intérieur de moi pour pouvoir éventuellement faire ce pas vers l'instruction en famille. Sauf que pour faire ce pas, il faut être deux à se sentir prêt. Parce que moi, je ne me sentais pas prête à être la seule instructrice de mes enfants à ce moment-là. J'avais donc besoin que leur papa soit OK pour pouvoir participer avec moi. Et pour lui, ce n'était pas encore le cas. Alors on a fait une année de plus et j'ai dû mettre de côté tous les l'élan que j'avais parce que là, c'était plus mes blessures passées qui parlaient. C'était purement mon élan du cœur du présent, où je voyais mes enfants, ça y est, commencer à s'éteindre, commencer à perdre de leur identité, de leur couleur, commencer à prendre un masque, commencer à prendre des attitudes qui étaient tellement, mais tellement différentes de ce qu'on leur transmettait nous, en famille à la maison, que ça créait un fossé entre le monde qu'ils vivaient à l'école et le monde qu'ils vivaient à la maison. Et la douleur que créait ce fossé, et la non prise en compte de leur unicité. En plus que mes enfants sont atypiques, il y en avait un qui était en phobie scolaire, en harcèlement, l'autre qui est avec des sens tellement exacerbés qu'on peut dire que voilà, il a des, alors j'aime pas dire ça, mais on va dire des difficultés sensorielles, et qu'ils étaient tous les deux pas respectés dans leur rythme en fait, et pour moi c'était violent de voir ça, donc j'avais vraiment vraiment besoin qu'on puisse passer en IEF. Et c'était pas encore le moment pour leur papa. Jusqu'au moment où c'est lui qui m'a proposé ça. Il m'a dit « Qu'est-ce que t'en penses ? Et si on tentait ça pour l'année prochaine ?» On était au mois de mai, l'année dernière. Et je me suis dit « On va se laisser jusqu'à la rentrée. Je suis super contente que tu le proposes. Et maintenant que c'est là, que c'est plus juste un rêve et un besoin, un élan de l'intérieur et qu'il y a toi qui freine pour ramener un peu les pieds sur terre, maintenant qu'on est là tous les deux prêts à s'engouffrer là dans ce tunnel ensemble, est-ce que je me sens vraiment prête ? Et à ce moment-là, c'est un nouveau tremplin encore pour aller visiter quels sont les derniers freins. Peut-être pas les derniers, mais à chaque étape, il y a un cadeau. À chaque difficulté, il y a un cadeau. À chaque ouverture, il y a un cadeau. Et là, je me suis dit, c'est quoi ? C'est encore le fait de reposer mon pouvoir personnel sur quelque chose d'extérieur. Ça voulait dire que là, j'avais quand même ce confort de me dire que c'est quelqu'un d'autre à l'extérieur qui était responsable de l'instruction de mon fils, de mes fils. Et quelque part, ça m'allait bien. Et là, je me disais, waouh, c'est comme si j'étais sur le plongeoir le plus haut.
de la piscine et que j'étais juste au bout là, ouh, il n'y a plus rien, il n'y a pas de garde-fou autour, si je saute, waouh, il y avait comme un espace immense autour de moi, je me disais, est-ce que je me sens vraiment prête? Oui ou non? Et il y a eu pas mal de choses à se bousculer à ce moment-là. Et puis, la loi ayant changé, on n'était plus maintenant sur un régime de déclaration où simplement, quand on en prend la décision, on déclare que nos enfants ne vont plus à l'école et on s'installe en instruction en famille. La loi ayant bougé, il fallait en faire une demande. C'est-à-dire qu'il y avait un dossier à remplir, une demande à faire et une autorisation à attendre. Donc j'ai dit à mon conjoint, écoute, on va bien voir, on n'a qu'à déjà faire le dossier, puis on verra bien si on a l'autorisation ou pas. Pour moi, qui ai une grande confiance dans ce qui se joue dans la vie, si on avait l'autorisation, c'est qu'on était encore une fois devant une route grande ouverte et qu'on pouvait faire le pas suivant. Et s'il n'y avait pas d'autorisation, ça voulait dire qu'il y avait autre chose de mieux pour nos enfants, pour nous, ou quelque chose qui n'était pas encore complètement accompagné, qu'il y avait quelque chose à aller visiter ailleurs. Et puis on a dû faire notre dossier très très rapidement. On pouvait pas vraiment réfléchir parce qu'il y avait la date butoir qui arrivait 4 jours après. Et j'ai fait, oh bon sang, heureusement que tu t'es réveillé maintenant toi, parce que moi je ne savais pas qu'il y avait une date butoir et qu'elle tombait dans 4 jours. Donc en fait on a 4 jours pour faire nos 2 dossiers pour nos 2 enfants. Et on a bien précisé en fait dans ces dossiers que on avait l'envie, on avait l'élan, on se sentait prêt pour partir dans cette grande expérience, mais que tout de même on restait très conscient de la difficulté que ça pouvait engendrer et qu'on se laissait du coup tout l'été pour s'entraîner, pour essayer de trouver un rythme, de s'organiser, et que du coup, même si on en faisait la demande maintenant, il était tout à fait possible que au moment de la rentrée, même si on avait une autorisation, si nous, on ne se sentait pas prêt à le faire, que finalement, on aurait rebroussé chemin pour retourner sur les bancs de l'école. Il s'est passé quelque chose d'assez intense au moment de la préparation de ces 2 dossiers. Moi, je suis allée m'inscrire sur des groupes, sur les réseaux sociaux, sur des groupes d'entraide pour former ces dossiers, parce qu'en fait, je savais pas exactement, c'était pas très clair pour moi quand j'allais lire ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce que c'est que ça, un dossier pédagogique, un machin, un bidule? Oh là là, je dis, j'ai pas envie de faire un genre de hors-sujet, là, je vais aller prendre un peu d'aide auprès des familles qui ont déjà l'habitude, et puis voir quelles sont les informations qu'elles ont à me proposer pour pouvoir former un dossier et puis voir les choses. Voilà, quand on est tout seul à regarder, des fois il y a des choses qu'on loupe, des informations qu'on comprend de travers. Donc voilà, je me suis dit je vais me rapprocher d'un groupe comme ça pour être soutenue et tout ça. Moi j'ai une grande facilité pour sentir les énergies, sentir l'ambiance des lieux, des personnes, de tout ça. Et du coup quand je suis arrivée sur ce groupe, l'énergie était très spéciale. Moi, je suis juste allée voir les réponses aux questions que j'avais. J'ai posé un message, j'ai eu des réponses, et après, j'ai pris mes distances par rapport à ce groupe parce qu'en fait, j'avais l'impression d'arriver dans la scène finale du Titanic, quand le bateau était en train de couler, et que tout le monde tombait à l'eau, et que tout le monde se retenait à l'autre pour essayer de ne pas se noyer. Je voyais tout le monde paniquer à l'idée de devoir faire ce dossier. Et je pouvais le comprendre, mais je me disais, oh, tiens-toi un peu éloigné. Ne rentre pas dans ce vortex où justement, ça vibre la peur. Tous ces gens qui avaient peur, et on se rendait compte que du coup, et là, il n'y a aucun jugement de ma part, on pouvait se rendre compte que finalement, leur décision d'IEF ne reposait que sur de la peur et de la colère. Il n'est pas question que mes enfants aillent à l'école,
c'est tous des pourris, l'école c'est foutu, l'école ça se casse la gueule, l'école c'est nul, l'école c'est ci, l'école c'est ça. Et quelque part, c'était pas complètement faux. C'est vrai que l'éducation nationale est tellement essoufflée, que les enfants sont en souffrance, que les enseignants sont en souffrance, que les directeurs sont en souffrance. C'est vrai. Mais je pouvais sentir derrière tout ça toute leur peur d'enfance, tout leur traumatisme personnel lié à l'école. Moi, il n'est pas question que mes enfants y aillent. Moi, ça m'a complètement cassé. J'étais en phobie scolaire toute ma vie. Et j'avais envie de rajouter, oui, et tu y es encore. Tu y es encore. Prends un temps. Prends un temps pour accueillir la toute petite en toi qui est terrorisée. En fait, je voyais ces gens qui cumulaient tout le temps du stress, de la peur, que ce soit pour former ce dossier, ils étaient même pas encore en train de le faire, le dossier, que ça y est, c'était comme perdu d'avance. De toute façon, les gens qui allaient le lire, c'était tous des corrompus, et de toute façon, ça servait à rien de faire un dossier, parce que même si tu fais tout ce qu'il faut, on te laissera jamais être tranquille, et de toute façon, il y aura des contrôles pédagogiques, et de toute façon, les gens sont des mauvais, sont des escrocs, et ce n'était que ça, que de la bataille, que de la guerre. Et à un moment donné, j'ai eu envie d'aller partager mon point de vue pour soutenir ces gens-là. Et ma guidance intérieure m'a dit « Pop, Sabrina, ça n'est pas ton combat. Il n'y a pas de combat ici. Personne ne te demande ton aide ou ton avis. Les personnes qui veulent ton aide ou ton avis, elles viennent te voir en séance. Elles te demandent leur aide dans le cadre professionnel. Et j'accompagne énormément de familles IEF. Et toi, ton combat, si tant est qu'il y a un combat ici, en tout cas ce que toi tu as à faire maintenant, garder ton focus sur faire ces 2 dossiers parce que tu n'as que 4 jours pour les terminer, pour rassembler tous les papiers dont il y a besoin. Donc on y va. Et au moment où j'ai écrit, où j'ai commencé à me plonger là-dedans pour écrire ces dossiers, j'étais remplie de gratitude. Parce que du coup, ça me permettait de voir, de me rendre compte combien je connaissais mes enfants. Quand je peignais leurs portraits, chacun leur tour, pour expliquer ce qui me motivait à demander cette autorisation d'instruction en famille, je me rendais compte de la richesse de mes 2 enfants que j'avais là, en face de moi, avec moi. Je me rendais compte du fait que je les voyais beaucoup plus clairement que si j'avais eu des lunettes à filtre qui projetaient sur eux mes propres douleurs du passé, comme c'est tellement évident de le faire pour chaque parent, comme je l'ai fait sur bien des sujets, comme je le fais encore de toute façon. Je me suis sentie reconnaissante de tout ce chemin que j'avais fait. Je me suis sentie reconnaissante de tout ce chemin qui avait été le mien avant que je le comprenne. J'ai eu vraiment tellement de reconnaissance et de gratitude pour la vie elle-même qui m'avait mis ces épreuves, ces expériences, ces leçons de vie sur ma route qui avaient fait que je m'étais mise en chemin et que j'avais réussi à libérer pas mal de choses. Et que du coup, mon cœur était en paix. Parce que j'avais vraiment confiance dans la suite des événements. Que ce serait l'instruction en famille, que ce soit un changement d'école, que ce soit le petit camarade qui harcelait mon fils qui finirait par s'en aller ou changer de classe ou j'en sais rien. J'avais pleine confiance que le bon plan se déroulait tout simplement. Et je savais qu'à un moment donné, je pourrais partager plus largement ma vision de l'IEF et que c'était pas le moment maintenant. Que là, je devais mettre toute mon énergie pour construire ces dossiers. Et puis, quand on a reçu
le courrier pour avoir du coup la réponse à cette demande. On a attendu un bon moment, hein, au moins 3 mois. Quand on a reçu cette demande, cette réponse, j'avais le cœur en joie juste de voir l'enveloppe. J'avais vraiment le cœur en joie parce que je savais que dedans, il y aurait la réponse qui serait la bonne, peu importe laquelle elle était. Et alors que j'avais les 2 enveloppes dans mes mains, il faisait chaud, on montait dans la voiture parce qu'en fait, on allait visiter une école. On allait visiter une école pour les enfants parce que comme on n'avait toujours pas de réponse pour l'IEF et qu'on avait vraiment avancé là sur le sujet depuis les semaines qui avaient séparé la rédaction des dossiers, on savait pertinemment que IEF ou pas, dans tous les cas, la place de nos enfants n'était plus dans l'école dans laquelle ils avaient été jusqu'à présent. Et donc on a été visiter 2 écoles alternatives et puis une école privée. Et ce jour-là, c'était le jour de la visite justement de l'école privée. Et juste avant d'entrer dans la voiture, j'ouvre le courrier, je les montre d'abord au papa de mes enfants. Il fait « Ah !» Le petit clin d'œil, ça arrive juste le jour où on va visiter l'école. C'est comme si ça nous disait de faire un choix. J'ouvre l'enveloppe. Je lis. Je souris. Et je suis envahie d'une vague de gratitude parce que c'est comme une confirmation, comme une validation de tout ce chemin qu'on a parcouru ensemble et qui a été parfois tellement difficile, tous les 4 en famille, chacun de notre côté et tous les 4 ensemble. On avait l'autorisation. Alors que depuis quelques jours, on voyait fleurir sur le groupe du coup sur lequel j'étais, plein de messages annonçant le refus. Pour les familles comme nous qui étaient là sur une première demande pour un motif qui était propre à l'enfant, sur du coup notre région. C'est comme si cette autorisation, peu importe ce qu'on allait en faire, si on allait vraiment déscolariser nos enfants, si on allait aller les scolariser dans cette école qu'on allait s'apprêter à visiter ou ailleurs, peu importe, juste le fait d'avoir l'autorisation, c'était comme un baromètre pour moi, c'était comme une validation du chemin qu'on avait fait. Parce que du coup, on avait pu rédiger ensemble ces dossiers et les rédiger depuis vraiment notre cœur, depuis un endroit à l'intérieur de nous qui était en paix et qui montrait qu'est-ce qu'on avait envie de mettre en place, qui on était, d'où on venait, quel était notre parcours par rapport à l'IEF, quel était notre souhait par rapport à nos enfants. Et ça m'a fait un bien fou. Ce que l'histoire ne dit pas, mais que je vous dis maintenant, c'est qu'entre-temps, le papa de mes enfants avait changé d'avis. Et que pour lui, évidemment, quand on voit l'autorisation arriver, on fait « Wouhou, je fais quoi avec ça maintenant ?» Parce que lui, entre-temps, il avait changé d'avis. Le fait de devoir attendre cette autorisation, ça lui avait fait vraiment prendre conscience de l'engagement qu'il était en train de s'apprêter à faire, de la responsabilité qu'il s'apprêtait à prendre. Et il y a eu comme un peu un petit coup de stress, là, comme un peu avant de se marier. J'y vais ou j'y vais pas. Et quand on a visité l'école privée, pour moi, la réponse était claire. Je voulais pas aller dans cette école. Je savais pas encore si j'avais vraiment envie et si j'avais vraiment
la force pour me lancer dans cette grande expérience de l'instruction en famille, mais cette école n'était pas la bonne. Et quand j'en ai parlé à mon conjoint, il était pas complètement content, je dirais, parce que ça l'aurait arrangé, lui, de pouvoir scolariser nos enfants ici. Il se disait, bon, au moins on change d'école, donc ils ne retrouveront pas leurs abrutis de copains là, qui les harcèlent, qui les tapent, qui les malmènent, avec personne pour agir sérieusement. Et puis en même temps, comme ça, bah, je suis pas obligée de prendre cette responsabilité qui me semble être un peu trop importante pour l'instant. Et moi, j'étais décontenancée parce que de plus en plus maintenant, j'avais envie d'aller en IEF. J'avais comme fermé cette porte, voyant que lui n'y était pas ouvert. Mais je l'avais réouvert parce que lui m'avait proposé qu'on la considère. Et puis maintenant qu'il la referme, je dis bah non, moi je l'ai ouvert, j'ai envie de la garder ouverte, cette option. Enfin bref, on a passé tout l'été avec nos enfants inscrits pour la rentrée dans cette école privée. Et puis notre autorisation d'IEF qui courait toujours, puisque tant que le premier jour d'école n'était pas fait par nos enfants, on avait toujours l'autorisation pour la rentrée. Et donc l'été s'est passé comme ça, en pensant franchement que ça finirait sur les bancs de l'école. Et puis quelques jours avant la rentrée, je pouvais quand même pas m'y résoudre. J'avais tellement senti que cette école-là ne collait pas pour nos enfants, qu'elle n'allait pas respecter leur rythme. Que oui, c'est vrai, on était dans quelque chose où il y avait beaucoup plus de discipline, qu'il n'y avait pas ces petits camarades qui les suivaient partout et qui les embêtaient. Mais au niveau du cœur, au niveau de ce que j'avais vraiment personnellement envie d'offrir à mes enfants pour écouter leur rythme, pour écouter leur couleur personnelle, on en était encore tellement, mais tellement loin. Peut-être même encore plus loin que dans l'école précédente. Alors, dans un regain d'énergie, la veille de la rentrée, j'ai réouvert le dossier IEF avec le papa de mes enfants. Et je lui ai demandé de reconsidérer tout ça. Je lui ai dit, tu sais, je suis pas heureuse là. Je suis en train de faire les achats de la rentrée. J'ai acheté tout ce qu'il y avait sur la liste pour la rentrée en CE1 de notre fils. On n'avait pas besoin de grand-chose pour celui qui entrait en moyenne section, en grande section de maternelle. Je m'étais appliquée à chercher les meilleures choses pour lui, pour qu'il ait du matériel où il allait pouvoir se rendre compte en l'utilisant que ses parents étaient là et le comprenaient. Que ce soit les crayons à l'effigie de ses super-héros préférés, que ce soit un petit mot écrit dans sa pochette ou dans son cahier, pour qu'il sache, malgré la difficulté qu'il aurait peut-être à l'école, qu'il sache que sa maman, elle était là et qu'elle le comprenait dans... Peut-être pas toutes, je pense pas que j'ai encore réussi à contacter avec toutes, mais dans beaucoup de ses facettes. Et que la vie, c'était pas toujours super simple, et qu'il fallait faire parfois des concessions, parce qu'aussi on est une famille, et qu'il faut qu'on soit tous d'accord pour aller prendre ces décisions qui sont collectives. Et que j'avais pas de doute quant à sa capacité d'adaptation. J'avais envie de faire passer tout ça à travers tout le matériel que je lui ai acheté, mais la joie n'y était pas. Pareil, quand il s'agissait d'acheter des nouvelles chaussures, parce que les chaussures d'automne de l'année dernière étaient devenues bien trop petites. Voilà, j'ai pris plaisir à aller leur chercher ces petites chaussures. Et une partie de moi me disait, regarde comme tu te travestis, Sabrina. Tu es en train d'acheter des chaussures. Tu es en train d'acheter des habits, tu es en train d'acheter un manteau que tu n'aurais jamais acheté autrement.
tout ça parce que tu vas rentrer dans une école privée avec tes enfants. Alors, on va les déguiser comme des bons enfants qui iraient en école privée. Mais c'est pas nous, ça. Alors, j'avais vraiment du vague à l'âme. Un goût amer dans la bouche. Je me disais, en fait, on va juste changer de vitrine. Mais ça restera une vitrine. Ça restera pas ce qui nous correspond, ce qui leur correspond. Alors quand j'en ai reparlé à leur papa, avec pas mal de difficultés, parce que je me suis dit, il va en avoir marre que je leur lance le genre juste la veille de la rentrée, quoi. Mais j'ai dit, allez, je joue le jeu, coûte que coûte. Je lance les dés, on verra bien. Je fais juste que partager mon ressenti. Et puis papa était ouvert. Alors ce qu'on a fait, c'est que on a pris un grand tableau, on s'est posé dans le jardin, on a discuté, on a essayé d'organiser pour voir qu'est-ce qu'on ferait. Parce que je lui ai dit, tu sais, je sais comme c'est précieux pour toi d'avoir du temps pour travailler et du temps pour faire des choses pour toi. Voir tes amis, aller au sport, faire de la musique, toutes ces choses. Et c'est très précieux pour moi aussi. Mais du coup, je me suis demandé, qu'est-ce qu'on arriverait à faire comme emploi du temps qui nous permettrait en même temps d'instruire nos enfants en famille et en même temps de pouvoir travailler et avoir nos à côté. Et vois-tu, j'ai trouvé des petites options. Si on revoit vraiment le planning, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de le voir comme une semaine typique où on travaille du lundi au vendredi, puis que le week-end, c'est le week-end, personne ne travaille, on est en famille le dimanche, et gna et gna gna, et on travaille entre 9h et 16h, et gna gna gna. Voilà ce qu'on peut faire. Et du coup, je lui ai montré, et on a commencé à dresser ensemble un emploi du temps. Et on y a passé bien 2 ou 3 heures. Et je lui ai dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Il me dit, bah, comment ça, qu'est-ce qu'on fait ? Je dis, bah, qu'est-ce que t'en penses ? Il me dit, bah, attends, ça fait pas 2 heures qu'on est en train de faire un emploi du temps et un planning pour rien. On est en train de le créer, donc on va le faire, c'est tout. On va le mettre en place. Ah bon ? Et moi, grande surprise, je croyais qu'on était juste en train de discuter, regarde, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et non, lui, il était en train de dire, non, on discute pas si on va le faire ou pas. On discute de comment on va le faire. Et il était 16h. 16h, la veille de la rentrée scolaire. J'ai dit, mais alors si on va le faire, il faut qu'on prévienne l'école qu'on ne sera pas là demain. Et surtout, il faut que je sache si, malgré l'inscription à l'école, l'autorisation d'IEF tient toujours. Parce que moi, je ne savais pas à ce moment-là. Comme tout s'était fait en même temps, qu'on avait inscrit à l'école, mais qu'entre-temps on avait reçu l'autorisation, je ne savais pas si l'autorisation était annulée du fait qu'on se soit entre-temps inscrit à l'école. Et évidemment, 16h, la veille d'une rentrée scolaire, donc je commence par appeler l'académie pour savoir si on a toujours notre autorisation, en lui expliquant la situation. Elle comprenait rien, la dame, elle comprenait rien. Et donc j'ai été obligée de lui réexpliquer plusieurs fois. Elle me dit, mais écoutez, madame, tant que vos enfants sont pas allés à l'école, qu'ils soient inscrits ici, là, à l'école où ils étaient avant ou à une nouvelle école, ça n'annule pas votre demande d'autorisation, votre autorisation. Donc j'ai dit, vous êtes sûre de ça ? Elle me dit, bah écoutez, j'en sais rien, c'est la première fois que j'ai ça, mais moi ça me paraît, en tout cas quand je regarde là votre dossier, vous avez une autorisation, donc c'est bon. Et je me suis dit, bah j'espère que c'est bon, parce que si on annule l'inscription à la nouvelle école et qu'on se rend compte par la suite que finalement notre autorisation a été annulée à cause de cette préinscription à l'école, et que du coup on se retrouve à devoir rescolariser nos enfants à l'école d'avant parce que du coup voilà, on n'a plus de place dans cette école et on n'a plus notre place en instruction en famille, on va avoir fait tout ce chemin pour pas grand chose. Puis je me suis dit, de toute façon, encore une fois, ce qui doit se passer va se passer. Et du coup on a appelé
c'est mon conjoint qui a appelé l'école. Parce que vraiment, j'étais tellement mal de devoir dire au directeur de cette école que finalement on n'allait pas venir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y avait plus de place normalement pour s'inscrire dans cette école. Et quand on s'est présenté à lui, il a dit je vais voir. C'est vrai que pour votre petit, il y a de la place, ça c'est sûr, je peux vous le prendre. Votre grand, je suis pas trop sûre. Est-ce que pour vous ça irait si au moins il y en avait un des deux qui pouvait venir ou pas ? Moi j'ai dit non direct, déjà parce qu'en plus c'était le grand qui rencontrait les difficultés de harcèlement. Donc pour moi c'était lui qui devait changer d'école en priorité. Et puis parce que moi j'avais pas envie d'aller jouer en emmener un ici, un là, c'était pas possible en fait. Donc pour moi les deux étaient là, sinon pas possible. Donc en fait il nous a rappelé quelques jours après pour nous dire que finalement il avait repoussé un peu les murs, si on peut dire ça comme ça, et du coup il acceptait d'accueillir notre fils en CE1. Et je me sentais vraiment, vraiment en difficulté de lui dire que malgré sa gentillesse à nous avoir accueillis au sein de son école, finalement on allait décliner son offre pour partir en instruction en famille. Et du coup c'est le papa de mes enfants qui a appelé, mais qui est tombé du coup sur un répondeur et qui leur a expliqué ça, en leur disant que voilà, on avait pris cette décision, que l'autorisation était arrivée après qu'on les ait inscrits, et qu'on les remerciait, mais qu'on s'excusait aussi de prévenir au dernier moment. Et voilà comment notre grand voyage en instruction en famille a commencé. À la base, c'est pas de ça dont je voulais parler aujourd'hui, mais je me rends compte que pour pouvoir en parler, il fallait que je pose le tableau pour que vous puissiez comprendre, si vous ne me connaissez pas encore, si vous m'écoutez seulement parce que ça va parler d'instruction en famille, mais que vous avez pas encore écouté mes autres podcasts, ou si vous n'êtes jamais venu me rencontrer, que vous puissiez un peu découvrir mon monde et ma façon à moi de voir les choses. Parce que c'est très important dans ce que justement je voudrais partager dans le podcast qui sera à suivre maintenant, celui qui va parler de tout ce qui se joue en ce moment autour de l'instruction en famille, autour des autorisations, autour des refus, autour des rapports, autour de ce qui va se jouer l'année prochaine pour nos enfants. Parce que l'instruction en famille, elle est sur la sellette. Elle tend à devoir disparaître. C'est pourtant un droit le plus fondamental. On a ce droit depuis toujours d'instruire nous-mêmes nos enfants. Et ça risque de disparaître, ce droit-là. Donc en fait, j'aurais voulu proposer ma pierre pour l'édifice. Donc proposer ma façon à moi de voir les choses, tout en sachant qu'en général, ma façon à moi de voir les choses, elle est toujours prise en dernier recours, quand tout est en train de s'effondrer et qu'on se dit, bon allez, s'il vous plaît, allez, un dernier espoir. J'ai l'habitude, les gens qui viennent me voir pour leurs enfants, pour eux-mêmes, même pour leurs animaux, par le passé, maintenant c'est plus le cas, c'est vrai, mais par le passé c'était toujours, oh c'est le dernier recours. Parce que les trucs bizarres de Sabrina, on les fout de côté là, mais si vraiment il n'y a rien d'autre qui marche, que vraiment on a souffert et que vraiment on a la tête dans le mur, bon allez, on va voir les trucs bizarres de Sabrina. Et c'était assez intéressant à ce moment-là parce que moi je me rendais compte que du coup je portais un poids énorme, comme si j'étais vraiment la dernière solution pour tous ces gens-là. Et tout ça, ça a été libéré chez moi aussi. C'est ça qui est bien dans cette façon de voir les choses, c'est que chaque difficulté qu'on rencontre, comme je le disais, c'est un tremplin pour avancer, pour se libérer de certaines choses et se replacer intérieurement et à l'extérieur aussi à sa bonne place. Donc, je pense que c'est le moment peut-être de pouvoir mieux entendre mon message pour tous ces gens qui sont dans l'IEF, parfois perdus, et qui n'auraient pas forcément écouté ce que moi j'avais à transmettre, le son de ma voix, pour parler de ce sujet-là, à l'époque, mais qui peut-être maintenant que le navire coule, seraient prêts à essayer n'importe quoi pour le sauver. Donc c'est ce que je vais faire dans le prochain podcast. Je vais vous parler de ma façon à moi de voir ce navire qui coule et qu'est-ce que je pense qu'il serait chouette de pouvoir faire ensemble pour pouvoir permettre au navire peut-être soit de pas couler ou alors de couler mais de pouvoir
renaître de ses cendres, c'est pas vraiment des cendres parce que s'il a coulé, il n'a pas cramé, mais de pouvoir remonter à la surface comme un vaisseau nouveau et lumineux, porteur de plein d'espoir, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'était important de pouvoir partager mon début de chemin dans cette grande aventure. Et je vous dis du coup à très bientôt pour la suite.